Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à organiser un référendum pour modifier la Constitution. Le président Blaise Compaoré s'est pour la première fois exprimé à ce propos au micro d'Africa 24. Élection législative ce vendredi au Botswana. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance conservera-t-il la majorité? C'est une question qui mérite d'être posée à l'heure où le chômage et la cherté de la vie préoccupent de plus en plus les Botswanais. Et puis direction à la Guinée équatoriale à la découverte de la tour de la liberté de Bata. Ce monument construit en 2011 est aujourd'hui un emblème de la capitale économique équato-guinéenne. Mais tout d'abord, sachez que l'Égypte a décrété ce vendredi l'état d'urgence de 3 mois sur une partie du nord et du centre de la péninsule du Sinaï, région réputée être le bastion des terroristes. L'état d'urgence est effectif depuis ce samedi matin et s'accompagne d'un couvre-feu allant de 15h GMT à 5h GMT. Une décision qui intervient alors qu'un attentat suicide a tué 30 soldats ce vendredi dans la région en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs contre un barrage de l'armée. Au Burkina Faso, le chef de l'État a officiellement annoncé sa volonté de réviser l'article 37 de la Constitution relatif à la limitation du mandat présidentiel. Ce projet de loi sera soumis aux députés le 30 octobre prochain et peut être adopté directement ou faire l'objet d'un référendum. L'opposition s'oppose toujours à cette révision qu'elle qualifie d'ailleurs de fraude à la Constitution. Le président Blaise Compaoré s'est exprimé sur ce dossier. Il a accordé une interview exclusive à Africa 24 dans le cadre de l'émission Face à nous. Quelques extraits de cette interview dans ce sujet de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Djibril Fofana, Wandiam Valentin Compaoré et Paul de Singwe. Au Burkina Faso, le processus de révision de la Constitution est engagé. Il concerne principalement l'article 37 relatif à la clause limitative du mandat présidentiel. Le nouveau projet de loi sera examiné par les députés le 30 octobre prochain. Désormais, le président de la République est élu pour 5 ans et rééligible 2 fois. Ce projet de loi inscrit également l'article 37 au chapitre des articles non révisables de la future Constitution. Mais au sein de l'opinion publique, des questions se posent sur l'opportunité de cette initiative à seulement 1 an de la prochaine élection présidentielle. Et sur cette question, je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre Constitution, mais un mandat renouvelable 1 fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. La société civile et l'opposition politique se sont toujours opposés à la modification de l'article 37 et à la tenue d'un référendum pour y parvenir. Si le projet de loi est adopté, un référendum sera organisé dans les prochains mois. Seulement, cette hypothèse est de plus en plus improbable. Le président de la République espère obtenir la majorité des 3/4 de députés à l'Assemblée nationale, suffisante pour réviser la Constitution sans recourir à une consultation référendaire. Il est certain que le président de la République, le président du Faso, doit s'assumer, doit faire en sorte que nous puissions aller vers une pacification de la société, ce qui, dans notre Constitution comme ailleurs, bien sûr, nous conduit à pouvoir nous adresser à l'ensemble du peuple pour, bien sûr, se prononcer et permettre qu'en démocrate, en républicain, nous puissions, bien sûr, à la fois accepter et continuer à vivre avec, bien sûr, cette décision souveraine du peuple. Depuis l'annonce de la révision de la Constitution, les positions semblent se radicaliser de part et d'autre. Le pouvoir brandit l'argument de la légalité constitutionnelle, tandis que l'opposition parle de fraude à la Constitution. D'ailleurs, celle-ci prévoit d'organiser une marche de protestation suivie d'un meeting le 28 octobre prochain. Et ce vendredi, les Botswanais ont été appelés aux urnes pour élire leurs députés, des électeurs partagés entre traditions historiques puisque le parti au pouvoir dirige le pays depuis l'indépendance et alternance politique. Bien que le Botswana fait figure de très bon élève en termes de démocratie, les politiques engagées n'ont pas suffi à minimiser les conséquences de la crise mondiale. Marina Vanier. 11e élection générale au Botswana depuis l'indépendance en 1966. L'un des pays les plus stables d'Afrique a voté ce vendredi pour élire ses députés, des parlementaires qui devront désigner le futur chef de l'État.
Malgré les critiques dont il fait l'objet, le Parti démocratique du Botswana du président Ian Khama est donné favori. Depuis près de 50 ans, tous les présidents du pays sont issus de ce parti. Les résultats de ces élections, personne ne peut les prédire à l'avance parce qu'il y a d'un côté la situation sociale, la situation économique du Botswana qui est relativement mauvaise. De l'autre côté, il y a la tradition, mais il y a aussi le fait que le président Khama est reconnu qu'il avait une responsabilité dans la situation actuelle. Ne veut pas dire qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, mais les électeurs peuvent penser ainsi. D'après les derniers sondages d'opinion réalisés avant le scrutin, il semble d'ailleurs que l'opposition soit désormais perçue comme une alternative viable pour les Botswanais. Même si le président Khama est élu, ce qui est en train de se passer actuellement, et notamment la montée en puissance de l'opposition, va l'obliger à reconfigurer sa politique future et à reconfigurer l'environnement politique au Botswana. Pays enclavé de l'Afrique australe, le Botswana est connu pour sa démocratie qualifiée souvent d'exemplaire, ce qui lui vaut d'être régulièrement classé au premier rang des pays africains en matière de gouvernance et de transparence. Tandis que le Nigeria a officiellement été déclaré libéré de l'épidémie d'Ebola, le virus continue de s'étendre au sein de la sous-région. Il est arrivé au Mali. Le pays vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Depuis le début de l'épidémie, il s'agit d'une fillette de 2 ans venue de la Guinée voisine et qui a été placée en quarantaine. Toutes les personnes ayant été en contact avec l'enfant ont été placées sous surveillance selon les autorités sanitaires. Et notez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre Ebola, mais déplore le manque de personnel de santé déployé dans les pays touchés. Et au Cameroun, fin ce samedi de la première édition du SAVI, le salon de l'aviculture internationale, l'occasion pour plus de 100 professionnels des divers métiers de la filière avicole d'échanger savoir-faire et expertise afin de favoriser le développement d'une aviculture moderne. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. L'aviculture comme levier de croissance et vecteur de l'émergence, c'est sous ce thème que se déroule la toute première édition du SAVI, le Salon de l'aviculture internationale du Cameroun. Depuis ce jeudi à Yaoundé, la capitale, plus de 100 professionnels de la filière avicole venus d'une quinzaine de pays à travers le monde échangent leur savoir-faire dans divers domaines, allant de la production des poussins à l'industrialisation de la filière. L'objectif visé par les organisateurs est d'ouvrir le marché camerounais aux nouvelles technologies développées dans le secteur pour une aviculture moderne. Pour le gouvernement camerounais, les aviculteurs locaux doivent profiter de ce salon pour rendre cette filière plus compétitive. La compétitivité doit être l'un des maîtres mots de l'aviculture pour qu'elle puisse résister à la concurrence. Cette compétitivité requiert une meilleure organisation de la filière et c'est l'affaire de tous. Le producteur, le transformateur, l'industriel qui doit se créer, le distributeur. La seule chose qui nous permettra de nous en sortir, c'est le travail collectif. Du côté des participants à ce salon, les attentes sont nombreuses. Que le gouvernement continue à nous soutenir comme par le passé. Parce que si le gouvernement ne nous soutient pas, on ne pourra pas tenir comme dans les pays développés. Un bon suivi, nous n'avons pas de problème pour la commercialisation. Nous voulons ici montrer aux gens qu'en faisant dans l'aviculture, en élevant que ce soit la volaille ou le bovin ou les porcs, on peut gagner sa vie. Et que c'est l'avenir du Cameroun. Près de 10 000 visiteurs sont attendus à ce premier salon de l'aviculture internationale du Cameroun qui s'achève ce samedi. La filière avicole camerounaise compte environ 9 000 exploitations pour 320 000 emplois et depuis 2011, la production nationale de poulet de chair connaît une forte croissance. Elle est évaluée en 2013 à près de 50 millions de volailles, soit environ 70 000 tonnes de viande. Paris, capitale française, a sa tour Eiffel. New York, sa statue de la liberté. Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, a quant à elle sa tour de la liberté. Installée depuis 2011, elle est devenue le symbole de la ville. Découverte avec ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi.
C'est un monument qui s'impose depuis 3 ans à la vue des citadins de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. La tour de la liberté sur le front de mer ne passe pas inaperçue et laisse tout visiteur curieux. Un édifice qui offre le bonheur d'une promenade pédestre en fin de semaine tout en témoignant des changements en cours dans le pays. Près de 5000 visiteurs par an dans ce monument emblématique de la ville encore méconnu par les citadins de la ville. Cet édifice a beaucoup changé la vue et aussi changé le lieu par rapport à avant, de même que le front de mer. Tout ceci combiné peut attirer les touristes. C'est un bâtiment magnifique et bien pensé, mais pour nous les habitants de la ville, lorsqu'au début du projet on regardait la maquette, on se disait que c'était quelque chose qui paraissait impressionnant. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment petit. Así también nos quejamos aquí en mi barrio, en Los Cocos, y en cualquier lugar que vayamos en la ciudad, que es muy pequeña. Construit en 2011, la Torre de la Libertad, comme on l'appelle ici, comprend un complexe touristique destiné à encourager le tourisme. Sa gestion a été confiée à un groupe hôtelier marocain depuis son lancement. Donc, le restaurant se situe à une hauteur de 68 mètres, donc il a une vue sur la ville, donc la forêt et surtout sur la mer. On y vient les jours fériés, seul, en famille ou avec des amis, qui pour parler politique, qui pour se détendre. Sur un fond musical, on y déguste des plats africains ou européens dans la convivialité et la bonne humeur. Un autre atout charme de la tour, son restaurant qui tourne sur lui-même et qui permet d'avoir une vue panoramique de la ville côté mer, côté ville. Tout ceci bien loin de l'atmosphère de stress des fins de journée. C'est un monument qui va rester monument historique du pays, comme on trouve en France la Tour Eiffel, aux États-Unis le statue de la liberté, et maintenant à Bata donc on trouve la Torre. Donc chaque personne, dès qu'il voit la photo ou la photo de la tour, il pense automatiquement à Bata. D'une hauteur de 78 mètres, la tour qui s'impose sur la ville a bien fait du chemin. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier son image à celle de la ville. Depuis un an, les guides touristiques ont inséré la Tour de la Liberté dans les destinations à visiter absolument en Guinée équatoriale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du QG Week-end.